conception de la réincarnation, quoi. Non. L'esprit revenait Non, dans non, un non, nouveau non. corps et... Non, 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 par exemple, non, ils avaient une vie parallèle. Ici, on parle par exemple de Teotihuacan. Et l'homme teotihuacano avait une conception d'une vie tangible, une vie parallèle simplement. Mais il n'avait pas une réincarnation, rien du tout. Quoi, non. Il y a la vie des morts, la vie des Non, vivants. ça D'accord. y est. Et il savait, c'est pour ça que dans chaque, on va dire, civilisation, il y avait des représentations différentes. Ici, par exemple, nous avons le Tlalocan. Et vous allez mieux comprendre ça tout à l'heure, comme je vous disais, à l'extérieur du site. On fera un arrêt photo. Dans une peinture, se représente l'arbre de vie de l'homme et on voit la vie. En dessous, c'était le monde souterrain, c'était pour l'homme l'inconnu, c'est-à-dire parallèle au vivant. C'est-à-dire c'était la même vie, mais parallèle. Par contre, chez l'homme stable, l'homme n'avait pas une réincarnation, mais il avait la Sewateotl, par exemple, que elle, c'était la déesse qui devait continuer le cycle de vie. Le cycle de vie ne pouvait pas s'arrêter. Et c'était elle qui prenait l'âme des guerriers morts en bataille, par exemple, des femmes, pendant que les femmes mouraient dans la gestation, pendant la gestation ou à l'accouchement. La femme, elle devait prendre cet esprit pour la donner au nouveau enfant. C'est-à-dire que le cycle de vie ne pouvait pas s'arrêter, mais il n'avait pas une réincarnation comme conception. Non, ça n'existait pas dans la médecine économique. C'était juste suivre un cycle de vie. Par exemple, chez les Aztèques, ici, les gens avaient toujours une vie parallèle, mais ils n'avaient pas une réincarnation. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la caste, par exemple, des gens qui étaient mathématiciens ou astrologues et tout ça, est-ce qu'ils transmettaient leur savoir à leurs enfants ou alors c'était des jeunes qui étaient choisis pour... Non, 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 c'était la même caste qui gardait les pouvoirs, alors que c'était entre les mêmes familles. C'est-à-dire que c'est comme c'était juste pour ça, les dominants, les gens de la même famille. Vous savez, le nom the governor related with the feather serpent, not disappearing their cult, but making the reduction of this cult, all right? Which means that they're going to build temples. There's a couple of people here but parce que pendant que les mâles existaient, les autres, au lieu de dizaines de divinités, Teotihuacan uniquement 7 divinités. Et 5 divinités sont associées alors à la portée, à la pluie et à l'autre terrestre, c'est-à-dire il n'avait pas un nombre assez important de divinités. Teotihuacan, c'était plutôt un centre d'elle, un unité, un c'est une architecture très nouvelle de caractère militaire. C'est-à-dire que Clarifié par Teotihuacan, c'était vraiment un groupe militaire très important à l'époque. Il ne faut pas y croire que c'était juste un centre cérémonial ou un centre astronomique, comme on parlera tout à l'heure. C'était un des centres militaires très importants. Non, les Olmecs, si on parle dans une chronologie, l'homme Olmec, c'est la civilisation la plus ancienne qu'on va trouver. Non? Avec eux, on peut parler même de 3000 ans avant Jésus-Christ, mais déjà comme civilisation avec des constructions, tout ça, on peut parler à peu près entre les 2000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'homme Olmec, entre les 1300 à 700 ans avant Jésus-Christ, a une, on va dire, expansion dans le territoire incroyable. Et des gens traversent l'altiplano, restent dans l'altiplano et restent à Teotihuacan. C'est-à-dire que Teotihuacan était peuplé par l'homme teotihuacano, les Olmecs, les gens de Cutilco, des peuples nahuatl et des Totonacs. C'est-à-dire 5 civilisations qui vont intégrer une ville cosmopolite. Une ville cosmopolite à l'époque, imaginez-vous, non? Et aujourd'hui, on pourrait dire comme ça, ils vont créer même
des quartiers des étrangers, les nouveaux groupes qui s'intègrent, et voilà, à la grande cité de Teotihuacan. Vous n'avez pas, il est assez flexible aussi du point de vue religieux, parce que comme vous venez de dire, ici, ils vénéraient cette divinité, alors que dans le reste du désolé, beaucoup plus de divinités. Comment ils se positionner par rapport à ça? Est-ce que vous avez des rivalités, est-ce que vous avez des actions, des guerres avec les autres par rapport à la religion, ou c'était pas très physique? Non, par rapport à la religion, non. Parce que tout le monde a les sorties du monde, tout le monde avait le même système. Mais il pouvait avoir simplement beaucoup plus de difficultés que d'autres. Mais ça ne posait pas aucun problème. Mais Teotihuacan a eu plus. Et ici, comme on disait, bon, la majeure partie sont associés à la festividité. Parce que alors maintenant, on voit une civilisation va s'agrandir d'une manière incroyable. C'est-à-dire que une petite civilisation de 30-35 000 habitants, comme c'était à son origine, il commence à accueillir du monde. Il commence à accueillir du monde. Maintenant que c'est son grand approche, et à quel moment Teotihuacan vraiment commence à accueillir du monde? Après la construction de ces deux grands temples sacrés, le soleil et la lune, qui ont été construits les 100 avant Jésus-Christ à 100 après Jésus-Christ. Pendant 2 siècles, parallèles, ils vont construire deux temples sacrés, et en finissant la construction des temples, c'est vraiment à ce moment-là que Teotihuacan commencera à accueillir du monde. La raison pour laquelle la ville commence à grandir, et de cette manière, il commence à avoir les produits de l'autre. L'homme devait réimperméabiliser la bouteille, et en même temps, ça les servait à les désinfecter, parce que les stocks étaient faits à base de la chaux. Alors automatiquement, ça les aidait à désinfecter la citerne. Mais bien sûr qu'au bout du temps, l'eau n'est plus vivable, non? L'eau, il faut se conserver un certain temps, et après qu'elle n'était plus vivable, l'homme devait, à ce moment-là, l'utiliser pour travailler l'argile, des choses comme ça, mais pas pour travailler la terre. C'est-à-dire, on peut dire que la majeure partie des produits que Teotihuacan consommait, on va dire, c'était d'importation des peuples d'ailleurs, à travers lesquels l'homme faisait un commerce grâce à la pierre d'obsidienne. Nous sommes dans une région entre les carrières d'obsidienne plus importantes de l'Éoplaton. Alors que c'est ça, cette pierre volcanique, que nous l'appelons une pierre, mais sa composition c'est plutôt en verre pétrifié, alors que servait comment monnaie, non? C'est-à-dire avec ça, il partait avec des blocs et il taillait sur place des couteaux, des dagues et des outils pour travailler, autant que des aiguilles, etc. Alors qu'il utilisait tout ça pour la commercialiser et il amenait plein de produits que l'homme devait consommer sur place. Alors on peut comprendre que l'obsidienne, c'était la richesse que l'homme avait pour pouvoir commercialiser et que son pouvoir était au Guatemala, non? Chez les Mayas. Et là, on peut comprendre de cette manière pourquoi est-ce que Teotihuacan aujourd'hui est considéré comme une des civilisations plus importantes qu'a eu la Mésoamérique entre les 1200 à 600 ans après Jésus-Christ. En 600 ans après Jésus-Christ, attention, la grande Mésoamérique commence à avoir un changement, non? C'est-à-dire beaucoup de peuples commencent à changer son grand système théocratique par un système militaire, à travers lesquels on peut comprendre que dans l'Éoplaton commencent à arriver d'autres groupes plus puissants, plus importants que Teotihuacan, qui commencent à obstaculiser ces réseaux commerciaux. Et une fois qu'ils commencent à obstaculiser les réseaux commerciaux de Teotihuacan,
tous ces peuples qui étaient dépendants du commerce avec Teotihuacan commencent à devenir autosuffisants et indépendants de Teotihuacan. C'est ça qui va commencer à collapser la grande cité et surtout qu'on change maintenant un système théocratique par un système militaire et commence à provoquer les guerres internes à Teotihuacan pendant un siècle. C'est-à-dire que pendant un siècle, les peuples se trouvaient en guerre ici. Et pourquoi? Parce que à l'intérieur de la cité. Et pourquoi? Parce que maintenant, ils n'avaient pas autant de produits qui pouvaient arriver. Deux, des périodes de sécheresse beaucoup plus importantes que d'autres. Aussi parce qu'il manquait, avec tous ces problèmes, à donner à manger. La raison pour laquelle certaines parties du peuple commencent à décrocher, d'autres commencent à avoir des guerres internes pour abandonner la cité complètement en 750 après Jésus-Christ. Teotihuacan était abandonné au début de la deuxième moitié du 8e siècle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le nom de Teotihuacan est donné par rapport aux Aztèques qui sont venus ici au 15e siècle pratiquer des offrandes humaines. Alors c'est eux qui donnent le surnom de la cité des dieux. Mais on ne sait pas vraiment le nom que cette civilisation a eu à son origine. Venez, on va passer de ce côté. A eu à son origine. Alors que... mais on peut savoir aujourd'hui que la cité à l'époque s'appelait la cité du soleil, c'est-à-dire par rapport au temple du soleil, que c'était le temple sacré dans toutes ces grandes régions. Alors là, vous voyez, ça c'est le système de canalisation d'eau de pluie. Et dessous, il y a une grande citerne ou comment... Si, dans l'angle là-bas, malgré tout, les archéologues ont mis des plaques pour fermer cette partie de la citerne, parce qu'ils ont eu des problèmes, non? Alors qu'ils sont restaurés et ils ont mis des plaques. Non? Mais tout est vide dessous, non? Non, non, non. C'est un système de secours. Ah, ça c'est un égout qui amène de là-bas. C'est-à-dire oui, mais il est accessible, c'est ce que tu disais pour pouvoir le nettoyer. Donc il est accessible, il est à hauteur d'eau. Oui, depuis là-bas. La bouteille était nettoyée. Pas les égouts c'était impossible. Non? Et en plus parce qu'ils étaient entre les constructions. C'est comme aujourd'hui. Non? Et c'est incroyable son système de égouts qu'ils ont fait. Regardez, là c'est un niveau plus important, non? Venez. Pardon. C'est moderne. Ouais. Oui. Tout ça, ça a été reconstruit. Tout ce qui dépasse des... tout ça, c'est reconstruit. Je lui ai demandé comment ils ont fait pour savoir que c'était comme ça, quoi. Une question, s'il vous plaît. Ça, ça c'est authentique, c'est d'origine. Ça aussi. Ça, c'est reconstruit à quelle époque? C'est au XXe siècle, 19e siècle? C'est le XXe siècle. C'est la majeure partie de toute la restauration. Qu'est-ce qui a permis à l'architecte de dire que c'était comme ça? Ça, il a inventé Non, des parties originaux qu'on a trouvées. Des traces du bois, par exemple, qui a permis aux archéologues de savoir que la toiture s'était faite en bois, mais pas avec des grands lantons, par exemple. D'accord. Et de là qu'ils se font des reconstitutions où il n'y a pas de traces. Vous allez voir, on fait que l'hôtel et on ne peut pas reconstruire au-dessus parce qu'on ne peut pas savoir son style architectonique qu'il y avait, non? Mais de l'endroit où on peut, et depuis une base, savoir son style, on fait une restauration. Mais sinon, la majeure partie des constructions, vous allez voir, c'est juste la base, non? Ici, comme vous pouvez voir, nous sommes devant quelques petits fresques. Bon, ça, c'est les plus abîmés qu'on verra aujourd'hui. Comme je vous disais, de plus en plus, les fresques sont plus importantes. Ici, si vous voyez bien, c'est des jaguars qui sont représentés avec une belle coiffe qui peut être associée à une élite, à un pouvoir. Mais si vous voyez bien, le jaguar, si vous voyez bien le panneau, pour mieux comprendre, a des dessins géométriques. Alors, de la gueule du jaguar, si vous voyez bien, surgit un décor de voluta, virgule, que c'est plutôt des symboles aquatiques qui versent l'eau à la terre. Mais si vous voyez bien, c'est un personnage qui est habillé avec le jaguar. Oui, donc, on voit ses mains. Oui. De cette manière, on peut comprendre que les êtres qui pouvaient pratiquer tous ces types de rites cérémoniaux, ce pouvait être la caste sacerdotale qui pouvait s'habiller même avec la peau de l'animal pour pouvoir faire des rites magiques religieux, non, dans cette conception. Et ici, si vous voyez bien, on voit le jaguar, on le voit très bien, par exemple, ici à votre gauche, ça se voit la coiffe. C'est encore plus clair. Et dans la partie supérieure, il y a une bande avec des petits dessins qui nous montrent que c'était des symboles aquatiques
et les mêmes fresques il avait à l'intérieur. C'est-à-dire que depuis le sol jusqu'au plafond, tout était stuqué et coloré à l'époque. Alors là, si vous voyez bien, on peut comprendre que toute la suite, c'est un travail de restauration. Là, et probablement qu'à l'époque, la toiture avait une déclivité toutes ces toitures. Et pourquoi? Si vous voyez bien, toujours il y a un petit déniveau. Un déniveau. Vous voyez bien. Pour l'eau là-bas. Une petite pente. Qui amène à ce système. À mon avis, ils ont dû y passer un peu de peinture, non? Moi, je suis pas sûr. Sinon, elle sera en meilleur état. Première étage, on va dire, on verra un grand système de série. Mais bon, quand on verra la construction, et son but, c'était de la récupérer dans l'espace central où habitait la ville de l'hôpital. Il y a une sorte de réservoir central dans lequel l'eau a été dirigée. Et si, chaque bouteille ici à Teotihuacan a pu accueillir entre 15 à 20 000 litres d'eau avec ça. Il y a d'autres cités ailleurs qui ont fait des plus de 30, 35 000, non, beaucoup plus importants les bouteilles. Mais ici, pour le réservoir, c'était ça. Et ici, vous voyez bien, le plafond, comme on disait, a dû avoir une déclivité. La chambre, si vous voyez bien, l'homme couchait, dormait, c'est de 3 mètres par 4 mètres par 4.